Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. C'est Tom qui vous parle exceptionnellement aujourd'hui et exceptionnellement, d'habitude on essaie de venir à trois, exceptionnellement on est à deux aujourd'hui pour un épisode assez particulier puisqu'on va parler des éliminés du coup du play-in, ceux qui se sont qualifiés pour la post-season mais qui n'ont pas fait les playoffs, effectivement puisqu'il y a une étape entre la post-season et les playoffs. Et pour m'accompagner, j'ai un fan heureux, j'ai Madiane. Comment vas-tu, Madiane? Eh ben, ça va très bien. Et un fan heureux, non pas de NBA, parce que je ne supporte pas de franchise, mais de football, parce que l'OM m'a donné enfin un peu de bonheur cette saison. J'y avais droit. J'y avais Ah, droit. Là, je revendique le droit au bonheur, parce que j'ai trop souffert. c'est ça. Écusson de l'OM qu'on peut voir du coup dans ton arrière-plan. Exactement, on le voit légèrement sur la gauche. C'est ça. Donc du coup, on se retrouve, comme je disais un petit peu auparavant, hein, pour après notre marathon de preview des playoffs que vous pouvez aller écouter, où on a déterminé des facteurs enfin, trois raisons pour lesquelles chacune des équipes qui étaient qualifiées du coup pour la post-season ne pourrait pas gagner le titre. Et puis là, ben, on va faire déjà le premier constat sur les premiers éliminés. Donc on se retrouve après une petite pause et puis on attaque ça directement. Alors, les éliminés du coup du play-in, hein. Une nouvelle édition du play-in qui a aussi pour certains matchs eu pas mal de succès hein, avec pas mal de suspense. Et une deuxième journée avec un peu moins de suspense, dira-t-on. Dira-t-on. Ben, je te propose de commencer par, allez, on va commencer par le gros morceau. On va commencer par les Warriors qui ont été du coup éliminés, qui ont fini à la 10e place de la conférence Ouest finalement et qui ont été éliminés après le premier match du play-in par les Sacramento Kings, leurs rivaux de division. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette saison des Warriors au final hein? Moi, le mot, c'est décevant. Oui. Décevant cette saison des Warriors, notamment pourquoi? Parce que bon, bah, déjà les petits problèmes avec notamment Draymond Green qui ont un peu pourri la saison. Ils avaient réussi notamment bah, la draft a plutôt bien drafté encore une fois et du coup ça leur apportait d'outils sur les extérieurs et je trouvais ça extrêmement utile pour l'équipe. Mais finalement, malgré une deuxième partie de saison encourageante, on n'a pas du tout vu ça dans le match de play-in et en fait, il y a pas eu photo et presque j'ai pas été trop étonné que ça se finisse comme ça parce que finalement, bah, la recette ne marche plus parce que l'effectif est trop vieillissant et commence à être trop limité, je trouve, pour réussir à passer ce type de cap. Mm. C'est vrai que comme tu l'as dit, hein, la jeune garde a quand même montré de belles choses hein, cette année. Hein. Si on prend Podziemski, si on prend aussi Trey Jackson Davis qui s'est révélé au poste de pivot pour cette équipe-là, on a eu aussi un step de Kuminga qui a aussi passé un cap cette saison, qui lui aussi qui va être éligible du coup à une extension hein, cet été. Va falloir en discuter de cette partie-là. Et on a aussi Moody qui a de temps en temps donné de bonnes minutes à certains moments. Et c'est vraiment au niveau des vétérans potentiellement que ça a pêché, où on a eu des Raymond Green un petit peu plus absents avec ses problèmes de comportement entre guillemets. On a eu un Stephen Curry qui arrive à atteindre son pic de performance un petit peu moins souvent et un pic qui a potentiellement aussi un petit peu baissé. Et on a eu aussi un Klay Thompson qui a euh, qui était vieillissant, qui a eu de ses bons passages, hein, mais qui voilà, qui n'a pas, ça n'a pas été un encéphalogramme plat en fait la saison de Klay Thompson, où à un moment il a été mis sur le banc, ça s'est bien passé pour lui quand il était sur le banc, il est revenu dans le 5 majeur, il y a eu de bons passages dans le 5 majeur, puis ensuite on a ce, on va dire ce no-show entre guillemets sur ce dernier match de play-in qui est assez triste hein, pour un joueur comme Klay Thompson qui s'est littéralement manqué ou du moins qui a même pas mis qui a même pas pu mettre un tir du coup lors du match. Donc globalement, je pense que ça va être aussi, sans même parler de Chris Paul, hein, mais je pense que ça va aussi être aussi, par exemple, dans le cadre de leur intersaison, des joueurs majeurs. D'ailleurs que, par exemple, Klay Thompson, on sait qu'il est en fin de contrat, du coup, à la fin de la saison. Il va y avoir des discussions autour de lui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, du cas Klay Thompson, Madiane? Comment gérerais-tu le cas Klay Thompson? Le problème du cas Klay Thompson, c'est que de ce qu'on voit dans les interviews, dans les discussions, etc., visiblement, il va y avoir des offres
pour Oui. lui. Et le problème, c'est que finalement, dans la position dans laquelle est Golden State, moi j'ai du mal à envisager à m'aligner ou à faire une belle offre à Klay Thompson. Alors que si c'est une re-signature qui te coûte pas cher, ça peut encore se discuter. Mais je pense qu'aussi, là, typiquement, tu as eu un peu de nez à la draft. C'est peut-être le moment d'aller développer ces joueurs, de leur donner des responsabilités. On a bien vu que pendant la saison, il y a eu des tests qui ont été faits de le faire sortir du banc, etc. Et je pense que c'est là où se situe son avenir, parce que forcément, il a plus avec toutes les blessures et puis l'âge faisant la capacité à être une véritable option fiable titulaire au poste 2. Donc ouais, moi malheureusement, je serais tenté de le laisser partir parce que malgré toute la symbolique, etc., là, on a passé le moment où ça t'apporte des avantages. Et même quand tu regardes les stats cette année, bah, quand il n'était pas sur le terrain, c'était un peu mieux côté Warriors par moment. Et on commence à voir un joueur qui est négatif pour l'équipe dans certains aspects. Et tu peux pas payer ça cher, surtout dans la situation contractuelle et de cap dans laquelle ils sont. Bah, Tim Kawakami, pardon, de The Athletic, dans un de leurs podcasts, je crois que c'est le All 82 Warriors, qui disait que, enfin, en début de saison, Klay Thompson avait refusé une prolongation de 2 ans aux alentours de 50 millions. Je crois que c'était 50 millions sur 2 ans qu'il avait refusé, ou 48 millions sur 2 ans qu'il avait refusé. C'est vrai que la fin de saison ne lui donne pas forcément raison. Mais après, il faut pas oublier que par rapport à la situation salariale des Warriors, parce que rappelons que les Warriors sont largement ils sont largement dans la luxury tax. Donc, ils ont des mécanismes pour redescendre un peu au niveau de la facture. Notamment, on va parler du cas Chris Paul, hein, qui a un contrat non garanti. Il y a aussi Kevin Looney, un des héros entre guillemets du premier tour de l'an dernier, qui cette année était un petit peu en deçà des attentes et qui lui aussi a un contrat partiellement garanti qui pourrait être coupé pour, entre guillemets, baisser la masse salariale. Mais pour revenir au cas Klay Thompson, la problématique qu'il y a, c'est que potentiellement, si Klay Thompson, entre guillemets, signe ailleurs, ça veut dire que pour le remplacer, tu n'as que ta taxpayer mid-level potentiellement si tu arrives à descendre assez bas, ou sinon c'est juste des exceptions au minimum. Donc là va être la grande question, sachant qu'avec Klay Thompson, je pense qu'il a aussi un outil de négociation dont on parle très peu, c'est que il peut demander un salaire plus bas, mais en échange d'une trade clause, par exemple. Ah, ce serait intéressant ça. Effectivement, je l'avais pas envisagé, mais en soi, je trouve que 25 millions la saison, c'est cher, mais ça dépend de ce que tu fais, parce que s'il n'y a pas le contrat de Chris Paul, parce que Chris Paul, il est pas garanti du coup Non. sur 2024-2025, et je pense Oui. que ça va être une des vraies options. Mm-hmm. Andrew Wiggins, tu vas avoir du mal À l'échanger vu ce qu'il a montré, ouais. Ouais, ça va être très très dur, surtout que le contrat, en plus, il termine par une player option en 2026-2027 à 30 millions. Le contrat, il est très compliqué et tu vas pas lâcher des tours de draft. Disons que tu peux envisager de garder Klay Thompson, mais c'est sûr que Chris Paul part et que tu vas faire des économies ailleurs parce que t'as pas le choix et tu peux l'envisager en te disant bah il y a un relais qui se fait un peu naturel entre lui et Podziemski tout doucement comme ça a commencé cette saison où peu à peu Klay Thompson sort de plus en plus du banc et il a quand même montré des performances intéressantes donc ça peut se faire sous ce sens-là. Après, comme tu dis, hein, et comme on aime dire ici, tout va dépendre de l'objectif fixé par le proprio, puisque globalement, tu vois, Steph Curry, alors peut-être que Steph Curry n'est pas, vu ce qu'il a montré cette saison, peut-être que c'est plus ça peut plus potentiellement être ton numéro 1 sur 4 séries de playoffs. Mais est-ce que Stephen Curry peut être le leader d'une bonne équipe, puisque les Warriors, encore une fois, hein, ils ont eu un bilan qui est assez intéressant. Ils ont gagné quand même pas mal de matchs. C'est pas une équipe à 50%. C'est une équipe qui a fini la saison au-dessus de la barrière des 50% et qui, on pourrait se dire, hein, que s'il n'y avait pas eu potentiellement les suspensions liées à Draymond Green, qui potentiellement aurait été peut-être sixième au final, parce qu'il a manqué pas mal de matchs. Et donc je pense que il y a moyen peut-être de revoir cette équipe-là. Alors peut-être pas en tant que favori,
peut-être pas en tant que favori, mais peut-être en tant que tu vois, les Warriors qui deviendraient un poil à gratter avec tu vois un effectif un petit peu plus jeune, un petit peu plus rajeuni, mené justement par Stephen Curry et Draymond Green avec les autres vétérans. Tu vois, tu as parlé du cas Chris Paul qui avait été du coup échangé contre Jordan Poole et on l'a vu, tu vois, ces Warriors là. Même s'ils ont eu des jeunes, j'ai trouvé qu'ils ont manqué, en tout cas globalement sur la saison, un peu de fraîcheur et surtout un peu de qualité athlétique. Et est-ce que pour toi, ce serait pas l'une des choses qu'il va falloir aller chercher du coup à l'intersaison, des qualités athlétiques et de la vitesse? C'est exactement ça qu'il leur faut parce qu'en fait, et on en parlait de la compatibilité de Chris Paul. C'est pas ça. Le jeu des Warriors, c'est de l'athlétisme, mais un peu dans la vitesse, dans ce qu'ils peuvent mettre comme vitesse par moment sur des changements de rythme dans le jeu, ce qui permet de libérer notamment les shooters avec le jeu off-ball de Stephen Curry. Et en fait, on a du mal à le trouver parce qu'un Chris Paul, c'est pas compatible avec ce type de jeu. Et on avait des doutes concernant son intégration dans l'équipe. Et on voit bien que Chris Paul, ça te pose des problèmes en défense. Et ça posait aussi des petits problèmes en attaque. Donc oui, Chris Paul, c'était une option intéressante il y a quelques années. Mais ce Chris Paul-là à 38 ans, c'était clairement pas possible. Et moi, je pense que là où tu vas chercher des choses, c'est effectivement, tu vas traiter Chris Paul. Andrew Wiggins, il est plutôt dans un force de l'âge physiquement. C'est T'as, plutôt mentalement, hein, Wiggins, hein, oui, potentiellement, avec tout ce qui se passe hors terrain, puisque enfin, le joueur a diamétralement changé. On rappelle qu'Andrew Wiggins, l'année où il gagne le titre, sur les finales NBA, il est c'est top. potentiellement le deuxième meilleur joueur des Warriors. Enfin, du Mm. moins, c'est peut-être le deuxième meilleur joueur le plus impactant. Mm. Et tu peux réussir à le remobiliser. Et en vrai, avec un Andrew Wiggins remobilisé, c'est pas la même chose. Oui, On en a parlé de la saison de Kuminga, qui est plutôt intéressante. Voilà. Et en plus, je trouve qu'ils ont pas mal de petits jeunes dans l'effectif qui peuvent leur apporter beaucoup plus de fraîcheur et avoir cette espèce de double jeu où finalement il n'y a pas trop de joueurs entre deux, hormis Andrew Wiggins. T'as des vétérans et t'as des petits jeunes. Et si t'as envie de préparer ta transition, et c'est ce qu'ils ont très très bien fait du coup, dans la transition après le départ de Kevin Durant, où ouais. ils ont réussi à préparer une génération de jeunes pour aller regagner derrière, ce qui était très inattendu. Et je pense qu'ils peuvent préparer une transition. On sait que cette équipe ne retournera pas au titre avec ce format-là parce que Stephen Curry, ça ne peut plus être le meilleur joueur sur 4 séries de playoffs. Oui. Mais par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est préparer l'avenir. Ils draftent bien, ils savent préparer les choses et commencer tout doucement, non pas à reconstruire, mais un peu à retooler, rechanger quelques pièces et donner une meilleure version de cette équipe l'an prochain. C'est vrai. Alors, malheureusement, les Warriors, cette année, ils n'auront pas, du coup, le luxe de pouvoir utiliser leur premier tour de draft, puisque ce choix de draft, c'est un choix, du coup, qui avait été envoyé, du coup, à Memphis dans le trade pour le trade pour Iguodala, où ils avaient, du coup, dû transférer Iguodala pour faire de la place dans le cap. Donc, ce choix est parti à Memphis, qui ensuite a navigué du côté de Boston dans le trade de Marcus Smart et qui a atterri au final dans les bras des Portland Trail Blazers dans le cadre du transfert de Jrue Holiday. Donc malheureusement, ils n'auront pas cet outil à leur disposition cette année. Il va leur rester du coup, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, puisqu'on sait qu'il y a des changements au niveau des règles du salary cap, notamment par rapport à la first et la second apron. Donc ça va dépendre à quel niveau ils arrivent à descendre de point de vue salarial pour voir entre guillemets quel mécanisme financier ils auront à leur disposition pour pouvoir potentiellement renforcer l'équipe actuelle. Mais en tout cas, Dunleavy qui a fait sa première saison sur le banc, enfin pas sur le banc, dans le front Dans le office, bureau. à la tête du front office des Warriors, il avait pris déjà des décisions assez drastiques à son arrivée. Donc il a choisi de conserver Draymond Green, de se séparer de Jordan Poole, qui n'étaient pas des décisions simples à prendre. Là, il y aura une autre décision avec l'autre membre, Klay Thompson, du coup, qui quoi qu'on en dise, hein, c'est un joueur qui a marqué la décennie, qui a marqué l'histoire de la NBA et qui normalement, alors je pense qu'ils vont quand même trouver un terrain d'entente pour le garder, puisque Stephen Curry a bien dit en conférence de presse qu'il ne se voit pas
ne pas jouer avec Klay Thompson et Draymond Green. Donc peut-être qu'ils vont essayer, tu vois, peut-être sur 2 ans, avoir tout le monde aligné, tu vois, sur la même période, puisque je pense pas que les Warriors vont transférer Steph Curry à un moment donné. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc ils vont voilà, essayer de jouer entre guillemets les vieux briscards, de finir en essayant d'impulser une nouvelle génération, même s'ils vont pas jusqu'au titre. Mais pour moi, les Warriors qui jouent le titre, c'est terminé. Toi, t'en penses quoi? Non, pour moi, effectivement, c'est terminé, mais tu as le contrat de Stephen Curry jusqu'en 2025-2026. Du Oui. coup, tu sais que tu peux aligner tout le monde à peu près là. Draymond Green, ça a été poussé jusqu'en 2026-2027. Mais du coup, voilà, ça va se jouer là. Et je pense que la fin de cette génération ne sera pas pour maintenant. Ils vont pas tout casser maintenant. Surtout si Klay Thompson, ils arrivent à trouver un terrain d'entente sur un salaire honnête. Parce que bon, là, cette année, il est payé de 43 millions. Et là, clairement, c'est pas entendable financièrement pour la franchise, à mon avis. Il faudra voir ce que veut le propriétaire. Par contre, sur des salaires un peu plus modestes, sachant que, a priori, tu vas te débarrasser de Chris Paul, là, ça rentre un peu plus dans les plans et tu peux envisager les choses un peu plus sereinement. C'est vrai qu'il y a une partie de la fanbase du coup des Warriors qui serait pour l'ajout d'un deuxième joueur un petit peu plus dynamique et un petit peu plus explosif. Certains mentionnent le nom de Zach LaVine. Zach LaVine, t'en penserais quoi potentiellement aux Warriors, toi? Ben, c'est sûr que ça apporterait un peu plus de fraîcheur, mais pareil, en termes de compatibilité de jeu, j'ai un peu du mal à envisager Zach LaVine dans cet effectif avec la façon de jouer. Je pense qu'il aurait plus d'espace, mais je suis pas sûr que ça matcherait bien avec les autres. Et surtout, Zach LaVine te change pas en fait la face de l'équipe suffisamment pour que ce soit intéressant comme ajout. Si c'est un ajout qui te change littéralement la face de l'équipe, pour peut-être aller tenter quelque chose, là ça s'envisage. Mais là, prendre un risque avec un Zach LaVine, alors que finalement tu gagneras pas avec Zach LaVine, enfin, ça me paraît impossible de gagner avec cette version-là plus Zach LaVine. Moi je pense qu'il faut pas pousser parce que ils ont déjà suffisamment hypothéqué leur rebuild, leur avenir, etc., en gardant cette génération qui a été excellente, et ils avaient raison de le faire. Mais si tu pousses trop longtemps, tu peux hypothéquer tes chances à long terme, et c'est peut-être pas le but. Le but, c'est d'avoir une équipe compétitive le plus longtemps possible, et peut-être de réussir une transition où tu Mhm. repasses pas par les bas-fonds de l'Ouest, Ouais. mais justement, tu accompagnes la transition, tu restes une équipe intéressante, et en même temps, tu développes la suite des idées pour une nouvelle génération de joueurs, passer du coup le cap 2025-2026. Après, tu vois, on parle des bas-fonds de l'Ouest, mais en vrai, ça va pas être difficile de plonger dans les bas-fonds de l'Ouest Ah, ça vu va le vite. niveau des équipes qui risquent d'arriver, puisque globalement, les équipes qui sont dans le fond de l'Ouest actuellement, enfin, si on reprend cette saison, il y en a quand même quelques-unes qui ont les moyens d'en sortir assez rapidement. Oui, On oui, va dire ça comme oui. ça. Mais l'Ouest c'est très pratique pour ça. Justement, ça c'est l'avantage quand t'es à l'Ouest, c'est que comme tu peux très vite, en étant pas si nul que ça, perdre beaucoup de matchs et développer, finalement, une équipe de bas-fond de l'Ouest a des assets intéressantes et plutôt fortes. Alors qu'il y a des équipes, des fois, qui ont été alignées pour atteindre les bas-fonds de l'Est, où là, faut vraiment forcer le trait pour réussir à descendre. Et ça, c'est un avantage que l'Ouest conserve et conserve et conserve, qui fait que bah, tu peux basculer très vite de équipe play-in à très mauvaise équipe, choper un top 8 de Braf et remonter juste après. Mm, clairement. Ben, tu vois, on a parlé du coup des Warriors et enfin du fait que ce soit une équipe mythique et qui est détentrice du coup du meilleur bilan de la saison régulière, de l'histoire de la saison régulière. Mais on va parler ben, de la franchise qui détenait du coup ce bilan. Que tu arbores magnifiquement avec ton magnifique t-shirt 72-10. On va parler des Bulls qui eux aussi ont été éliminés. Alors un petit peu moins sèchement parce que eux ils ont eu l'opportunité de pouvoir jouer 2 matchs, même si le deuxième match il n'y a pas vraiment eu photo, il n'y a pas vraiment eu d'espoir. Mais les Bulls aussi sont à la croisée des chemins. C'est une équipe qui était pas mal attendue sur le début de saison, même au milieu de saison.
pour être un acteur, donc d'aller d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire soit se renforcer ou sinon finir de déconstruire l'effectif et qui n'a rien fait et qui arrive avec une problématique, notamment la gestion de Demar DeRozan. Ils ont payé du coup Nikola Vucevic et l'explosion de Kobe White, avec aussi le cas Zach LaVine dont on vient de parler notamment aux Warriors. Madiane, qu'est-ce que tu peux tirer comme conclusion, toi, du coup, de cette fin de saison des Bulls? En fait, c'est ce qu'on disait en off, c'est que les Bulls ont montré qu'il y avait des niveaux dans ce jeu et qu'ils étaient pas au niveau pas du tout au niveau. C'est que il y a un niveau Bulls Hawks et par contre le niveau top 8 face aux Sixers et aux Heat. Bon, c'est pas de chance parce que c'est Sixers et Heat. Ouais, Donc en ouais, fait, c'est du gros niveau au play-in. Ils sont pas du tout dans cette catégorie-là. Et le problème de cette équipe, c'est que dans la construction, c'est intéressant effectivement ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que pas de Lavine, pas de Ball. En fait, j'avais carrément oublié notre cher Lonzo Ball. On l'oublie, mais ça fait quand même ça fait 2 ans longtemps qu'il est blessé, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il est pas là. On espère qu'il revient. Bon, à mon avis, sa player option à 21 millions, il va la prendre évidemment vu ce qui s'est passé. Mais du coup, en fait, on n'a jamais vraiment vu cette équipe depuis 2 saisons. On ne la voit pas sous le format qu'elle devait avoir. Est-ce que cette équipe aurait pu atteindre, par exemple, le niveau qu'affiche un Orlando Magic? Je pense à ça parce que on a vu le match d'hier et forcément on se dit que le niveau est pas forcément très très loin pour atteindre ce type de capacité. Oui, je pense que cette équipe au complet aurait pu faire mieux, mais bon, ça a pas marché et surtout là, ça fait 2 ans qu'ils ont pas bougé quasiment. Il n'y a pas eu de grande révolution. C'est ce format-là depuis un moment. Moi, je pense que là, il faut voir pour tenter de passer à autre chose parce que t'atteins le plafond. DeMar DeRozan ne va pas en s'améliorant. Je pense que t'es arrivé au bout de ta logique. En fait, c'est une équipe à très fort plancher, mais du coup, pas spécialement intéressante pour aller plus loin, sauf à être au complet. Finalement, tu vois, très fort plancher, le plancher ne permet pas d'aller en playoff. Malheureusement pour eux, tu vois, le plancher ne permet pas d'aller en playoff. Et c'est vrai que si, par rapport à Karnisovas, les moves qu'il avait fait à son arrivée, on pouvait se dire que l'objectif qui lui avait été donné, c'était de faire les playoffs potentiellement 2 des 3 prochaines années. Il a réussi la première année, il a fait les playoffs. Bon, ils ont été éliminés au premier tour. Mais l'année dernière, ils échouent à peu près pareil. Hein. Encore une fois, contre le Miami Heat, ils se prennent le Max Strus game sur le deuxième match du play-in. Et là, il n'y a pas eu photo, littéralement. Non, il y a pas eu photo. Et tu vois, ils finissent 2 fois 9e et ils arrivent pas à concrétiser cet objectif. Et au final, sur les 3 ans, ils n'ont fait une seule série de playoffs. Et là, ils se retrouvent dans une situation assez inconfortable puisque certains de leurs jeunes ne se sont pas développés autant qu'ils auraient espéré. Hein. On peut parler, par exemple, de Pat Williams, qui lui aussi est agent libre restreint, qui va être une des questions à l'intersaison. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont décider de le payer? Est-ce qu'ils vont le laisser avoir une offre et matcher potentiellement? Il y aura aussi la question de Zach LaVine puisque l'équipe a réussi à fonctionner un petit peu sans lui, et le cas aussi Alex Caruso qui pourrait être un joueur assez intéressant à aller chercher pour certains contenders qui ont des choix de draft, mais qui est un joueur extrêmement important pour la façon dont fonctionnent les Bulls. Du coup, moi, la question que j'aurais à te poser, c'est, tu as parlé un petit peu de Lonzo Ball au début. Est-ce que c'est une équipe qui serait pas tentée de refaire la même chose, c'est-à-dire de repartir avec tout le monde juste pour avoir la version avec Lonzo Ball de cette équipe-là, quoi. Sachant qu'il y a Dosunmu qui a évolué, il y a Kobe White qui a évolué, potentiellement se séparer de Zach LaVine, puisque lui ne semble pas vouloir rester dans la franchise, et repartir avec ce qu'ils ont récupéré pour Zach LaVine, re-signer peut-être DeRozan sur un contrat sur 2 ans, quelque chose comme ça, et retenter, quoi. Est-ce que ce serait pas ça qui risque de passer pour ces Bulls-là, quoi? En fait, c'est, je pense, ce à quoi ils vont être forcés à cause du fait que Lonzo Ball, quoi qu'il arrive, a son destin entre les mains et qui va re-signer. En fait, tu sais que t'as Lonzo Ball l'an prochain. Tu sais qu'il va re-signer. Tu sais que t'as un contrat de Vucevic qui est pas forcément très bien tradable sur 2 ans.
t'es un peu contraint et forcé, et tu te dis que t'es pas si loin. Et quand tu regardes les matchs, on a parlé du Magic, enfin quand tu regardes les matchs de playoff qui ont lieu à l'Est, tu sais que avec t'as fait sans Lavine et sans Lonzo Ball, et mine de rien, ça fait quand même une énorme différence. Je trouve c'est pas neutre de jouer sans. Après, il faudra voir le niveau de Lonzo Ball, mais c'est pas neutre. C'est que t'es play-in, t'es 9ème, mais t'as quand même le meilleur joueur. Peut-être avec DeRozan, ça se discute, mais le deuxième meilleur joueur ou le premier en fonction de comment on évalue la vigne, plus un très solide titulaire, parce que mine de rien, à la main, Lonzo Ball, sa période Bulls, quand il a joué mal et bien, franchement, que ce soit défensivement, dans l'organisation, Lonzo Ball a en fait solidifié cette équipe très fortement et était vraiment important. Après, il faut voir comment il revient. Donc oui, mine de rien, t'es pas si loin d'y retourner, parce que aucune équipe peut perdre 2 joueurs majeurs et ne pas avoir de conséquences. Et quand tu compares par exemple avec d'autres situations qu'on évoquera, eux ils ont des circonstances atténuantes et finir en 9ème, t'as pas à rougir de ça au vu de ce qui t'arrive, parce que c'est vraiment trop dur à gérer autant de problèmes dans ton effectif. Donc oui, pourquoi pas. Mais après, le problème, c'est combien est-ce qu'on va te demander, notamment pour un Patrick Williams, parce que qu'est-ce que ça va te coûter? Parce que si c'est trop, ben tu seras obligé de faire des sacrifices, parce que pour la valeur de cet effectif-là, t'es pas tenté de surpayer, et il faut pas surpayer. Et c'est ce qui fait un peu peur, parce que quand un joueur est agent restreint, c'est généralement là où la facture peut devenir salée sans vraie valeur sportive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que généralement, hein, avec les agents libres restreints, il y a le principe d'offer sheet. Et quand une équipe vient faire une offer sheet à un joueur dans une autre équipe, généralement, l'équipe aura tendance à surpayer pour vraiment s'assurer que l'équipe qui détient le joueur ne matche pas. Donc, ça va être un contrat potentiellement désavantageux s'il reçoit une offer sheet, sachant que Patrick Williams évolue à une position, ou du moins, il y a la notion de skill set où il évolue à l'aile, et c'est une position qui est extrêmement recherchée du coup en NBA, et il a entre guillemets le profil d'un joueur qui pourrait être un titulaire solide à une position où il y a très peu d'offres. Il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc quelqu'un pourrait être tenté de lui proposer par exemple un contrat sur 2 ans, quelque chose comme ça, que les Bulls ne pourraient pas matcher. Et après, il y a une autre problématique pour ces Bulls-là, hein, c'est que ils ont aussi l'épée de Damoclès du pic qui doit aller à San Antonio dans le cadre du sign and trade de DeRozan, où du coup, ils ont leur pic cette année par rapport à leurs résultats, mais l'an prochain, ils ont un pic protégé top 10. Donc, c'est-à-dire qu'ils perdent le pic si ils sont hors du top 10 à la prochaine draft. Donc, s'ils sont hors du top 20, s'ils sont dans le top 20, entre guillemets, dans le classement, leur pic partira à San Antonio. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une épée de Damoclès. Donc, soit tu peux décider de littéralement reconstruire, de ne re-signer personne, et tu laisses, t'as juste Vucevic, entre guillemets, qui reste là. Et là, en fait, tu t'assures potentiellement de garder ton pic de draft, puisque tu ne seras pas dans le top 20 de la ligue. Et dans ce cas-là, tu peux essayer d'aller jusqu'à 2028 pour donner uniquement 2 seconds tours de draft aux Spurs, ou soit tu vas continuer à t'entêter. Mais ça encore, ça va dépendre de la demande du proprio et de la pression qu'aura Karnisovats pour ne pas perdre son job, parce qu'on sait que dans les front office, si ton GM se sent menacé et il sent qu'il y a une nécessité d'avoir des résultats pour pouvoir garder son poste, il va avoir une logique peut-être qui sera à contre-courant de ce qu'il faudrait faire globalement pour la franchise. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que tu es tenté avec ta situation du pic de ne jamais être une trop mauvaise équipe. Ce qui est très étonnant, parce qu'après ça devient un second tour, et du coup tu es un peu débarrassé de ton obligation. De ton obligation. Donc en fait c'est ça, c'est que tu dois tenir jusqu'en 2027, mais en fait ça va être
très dur de tenir jusqu'en 2027 parce que cette version-là, elle est compliquée. Donc, en termes de choix, c'est soit te débarrasser tout de suite du problème, mais je pense pas que ce sera le cas parce que t'as Lonzo Ball, t'as le retour. De toute façon, en fait, Lavigne, même si tu le trades, au vu du salaire qu'il prend, t'auras forcément des choses intéressantes. Enfin, j'ai du mal à les voir récupérer un asset pas intéressant, à part si on part sur, je sais pas, quelque chose avec les Warriors, où là, il y a peut-être moyen de récupérer des assets peu intéressants qui te feront pas passer de cap, mais normalement, tu vas forcément récupérer quelque chose si tu le trades, et s'il joue, bah, il va jouer, et du coup, il va performer. Donc, c'est une position difficile et je pense qu'ils vont forcément l'envoyer assez vite ce pic parce qu'ils seront pas si nuls que ça l'an prochain, que t'es quand même à l'est et du coup tu vas forcément le perdre et ce sera dommage, mais t'auras pas trop le choix. Et sur cette base, je pense quand même que tu as moyen de bâtir une équipe solide pour l'an prochain, moyennant la santé, encore une fois, de tes joueurs. Hein. Moi, ça me plaît bien l'option de Rosanne 2 ans. On repart, on retoule, et après, tu auras toujours le temps à la trade deadline, par exemple, de récupérer un pick pour Caruso ou quelque chose d'intéressant pour lui, parce qu'il y aura une équipe qui voudra se renforcer dans l'optique des playoffs et que Caruso a déjà montré qu'il était un joueur intéressant pour une équipe forte dans la post-season. Donc ça voudra toujours l'intérêt de se poser la question à la trade deadline de j'ai pas assez de victoires, Lonzo Ball est mal revenu, on n'est pas une assez bonne équipe. Et dans ce cas-là, bah, je suis pas une assez bonne équipe. J'envoie balader un peu tous les joueurs de rotation un peu intéressants à droite à gauche, et puis je termine ma saison comme ça. Donc je pense que tu vas essayer de rester fort à l'intersaison. Ouais. Et tu te poseras la question en janvier en fonction de comment ça se passe, parce que si Lonzo Ball est fort, bon, bah, t'es parti pour jouer les playoffs, et si t'as le retour de Lonzo Ball et de Lavine à un bon niveau, ou si tu le trades contre des bons joueurs, bon, tu vas, à mon avis, revenir dans le top 8 assez sereinement, parce que c'est pas si compliqué que ça. Et l'écart de niveau, ok, il y a un écart de niveau avec le Heat qui s'est vu, mais il n'y a pas un si grand écart de niveau vis-à-vis du reste, du bas des playoffables à l'Est. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir, hein, parce que tu vois, tu as parlé de Caruso qui aussi, bah, s'il reste, peut être éligible aussi à une extension à partir de la prochaine saison, puisque il avait signé un contrat de 4 ans, et qu'à partir de la 3e année, du coup, tu peux rajouter des années supplémentaires au contrat. Et va falloir voir aussi pour cette notion de trade, puisque c'est une équipe qui n'a pas fait de trade depuis 2021, quoi. Oui. Globalement, voilà. C'est une équipe qui n'a pas bougé, en tout cas de trade dans la saison depuis l'exercice 2021. Le roster n'a pas bougé. Donc c'est quelque chose qu'il faudra voir. D'une équipe qui n'a pas bougé, allez, à une équipe qui a beaucoup bougé ces 2 dernières années, on va parler des Hawks, de nos amis les Faucons, les Faucons d'Atlanta, qui voilà, encore une fois triste apparition au play-in cette année, et c'est une équipe qui voilà, a fait pas mal de changements, qui l'année dernière, du coup, a dû faire des changements financiers en plus des changements de terrain, hein, parce que en début de saison de l'année dernière, du coup, ils ont fait venir des jeunes, la début de saison de l'année d'avant, ils avaient fait venir du coup des jeunes téméraires, et à la fin de la saison, ils se sont séparés de John Collins, qui était un joueur important. Ils s'étaient aussi séparés de Kevin Huerter, qui était aussi un joueur important. Donc c'est une équipe qui a pas mal bougé sur les 2 dernières années, et qui malheureusement se retrouve dans une situation qui est assez compliquée, puisque financièrement ils sont obligés de faire des moves financiers pour justement rester en dessous de la luxury tax, voire même de la first apron, vu l'état des finances de la franchise, et qui aussi a des choix structurels à faire, puisque comme on l'avait un petit peu prédit, mais le triangle des jeunes téméraires, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien. Donc, que penses-tu de cette saison du coup des Hawks, et où en es-tu sur leur avenir après leur élimination au play-in?
En fait, c'est beaucoup plus inquiétant que prévu. C'est ça le problème de ces Hawks, c'est que enfin, ils ont été cataclysmiques, c'est-à-dire que tu perds pas face à des bons Bulls, c'est des Bulls moyens. Ils Un sont bon Kobe pas White quand même. un bon Kobe. Ouais, bah on en parlera de comment Kobe White a scoré face aux Hawks parce que j'ai revu les séquences ce matin. On, on peut discuter. On peut discuter, mais le problème, c'est que oui, ton backcourt n'est pas compatible et tu n'es pas une assez bonne attaque. Tu n'es absolument pas une bonne attaque. Faut arrêter avec cette légende. Les Hawks ne sont pas une assez bonne attaque pour justifier les partis pris qu'ils prennent. Parce que la défense des Hawks, elle est mauvaise. C'est pas un peu mauvaise. C'est en saison régulière, c'est l'une des pires de la NBA. Déjà en saison régulière, il me semble que tu es, je l'avais noté quelque part, mais tu es vraiment dans les pires défenses. Je crois que tu as le 27e defensive rating. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Mais surtout que, voilà, on a eu des performances assez, puisque on se rappelle, du 160 points encaissés face à Indiana, les 70 points de Doncic. On a encore eu, juste avant la fin de la saison, là encore, ils ont pris 155 ou 156 encore face à Indiana. Et là, ils reprennent plus de 140 points au play-in. Donc, ouais, ça... Et t'en prends 131 face aux Bulls. Ouais, 130. Qui quand ils affrontent le Heat, n'en mettent que 91. Oui. C'est pour moi, le problème de ces Hawks, c'est que DeJounte Murray et Trae Young, ce n'est pas possible sur un backcourt. C'est trop compliqué. Avec, en plus, l'effectif qu'il y a autour, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Et le prix que t'as payé pour DeJounte Murray pour ce résultat-là, c'est une catastrophe industrielle. On en parlait, on se moquait beaucoup de Rudy Gobert, le trade pourri des deux. Au vu de ce qui se passe actuellement, clairement, on sait où il est. Ça a été surpayé. Et la situation est encore pire que prévu parce que actuellement, tu n'es pas une bonne équipe. Bon, c'est pas grave. Mais en plus, c'est reparti comme en 40 l'an prochain. Hein, parce que l'an prochain, son contrat, Trae Young, Clint Capella, DeAndre Ayton, Bogdan Bogdanovic, DeJounte Murray, au Congo aussi, il est en contrat long terme. Enfin, il y a pas de marge. Ils sont déjà à 163 millions juste avec ce qui existe déjà. Il y a aucune marge dans cette équipe. Ils sont déjà capés. Rappelons que la luxury tax est à 60, la luxury tax normalement pour l'an prochain est à 171 millions. Et en fait, dans la somme que tu as compté, il n'y a pas encore le contrat potentiellement de Saddiq Bey, qui est aussi agent libre restreint et qui est quand même important pour le fonctionnement de cette équipe-là, le joueur un peu stretch et la caution tir. Si tu le re-signes, tu es obligé de faire un salary dump sur un autre joueur et du coup de dépenser des pics pour aller dump un salaire dans le tas parce que c'est catastrophique. Enfin, voilà. Alors, s'ils gardent la construction actuelle, après, on peut se dire que les Hawks, potentiellement, ils vont voir des équipes qui pourront potentiellement toquer à leur porte. On a vu que il y avait pas mal de bruit à la trade deadline sur le cas DeJounte Murray, parce que DeJounte Murray, en tant que meneur de jeu, c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est un meneur de jeu plutôt solide, entre guillemets, et qui, pour certaines équipes, pourrait représenter une assurance plancher, puisque DeJounte Murray, par rapport à son niveau de jeu, il a un contrat plutôt intéressant et il est signé pour le long terme. Donc, des équipes qui ont du mal à attirer des joueurs pourraient se laisser tenter par l'acquisition de DeJounte Murray parce qu'il est sous contrat longtemps à un salaire qui n'est pas, entre guillemets, exorbitant, quoi. Peut-être que s'il est trop payé, ce serait aux alentours de 2-3 millions, mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, acceptable dans la construction d'une équipe. Et on a vu que pour la trade deadline, il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées par son profil. Mais c'est aussi une équipe qui pourrait avoir aussi des équipes qui essaient de se positionner, notamment pour Trae Young. Dans les médias américains, ça parle potentiellement des Spurs qui, puisque Trae Young pourrait être un joueur intéressant à mettre aux côtés de Victor Wembanyama, et aussi ça parle potentiellement des Lakers qui
qui pourront potentiellement envoyer 2 à 3 tours de draft et qui ont aussi besoin d'un initiateur qui est capable de prendre une charge conséquente de jeu, vu le vieillissement du coup de LeBron James et vu que Anthony Davis est essentiellement un talent dépendant. Après, oui, mais mettre fin à Trae Young, c'est quelque chose qui est problématique pour l'équipe parce que il me semblait bien que l'objectif de Trae Young et notamment ce qui a justifié son pick à la draft, c'est aussi une affaire de propriétaire, encore une fois, où il y avait des besoins de créer un peu de show dans cette équipe pour la rendre plus rentable pour le propriétaire. Donc leur objectif, c'est pas de gagner, c'est de remplir leur salle. La salle. Ouais. Et ça change beaucoup de choses à la perspective parce que je serais évidemment pour ce type de manœuvre, mais ce type de manœuvre signifie qu'il y a besoin de l'accord du propriétaire et que sans Trae Young, est-ce que les Hawks sont intéressants pour leur propre public? Ça va être vraiment difficile d'attirer du monde. Trae Young a quand même apporté cette dose de show qui est importante pour la franchise parce que en plus c'est Atlanta. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de concurrence là-bas pour tout ce qui est divertissement. et du coup, c'est leur problème. Et autant, moi, je pense qu'il y aurait moyen de récupérer pas mal de choses intéressantes en échange de Trae Young et arrêter. Mais je pense que là où l'option va se poser, ça va être plutôt sur des gens de Murray. Parce que c'est ce qui est le plus compatible si ton objectif restera toujours de rester intéressant pour du public. Oui, puisque tu vois, le Trae Young Bogdanovic, ça fonctionne bien. Dejounte Murray Bogdanovic, ça fonctionne bien. Trae Young Dejounte Murray, ça fonctionne un peu moins bien. Et par rapport à ce qui a été investi, donc peut-être qu'on peut se dire que globalement, ce qu'ils auront comme choix, c'est qu'ils vont entre guillemets essayer de mettre pas mal de gens sur la table et ils vont voir qu'est-ce qui leur permet de récupérer assez pour continuer soit dans la voie dans laquelle ils sont ou soit de repartir. Mais je pense pas que c'est une équipe je pense pas que c'est une équipe qui va transférer Trae Young dès cet été. Peut-être que si ça marche pas, ils pourront tester quelque chose à la prochaine trade deadline. Mais je pense que c'est une équipe qui va quand même essayer de jouer parce que globalement, c'est une équipe qui, depuis sa reconstruction et l'arrivée de Trae Young, a changé le front office, a changé plusieurs fois de coach, a aussi changé des éléments du 5 majeur. Donc là, ils n'ont pas beaucoup beaucoup d'autres marges, beaucoup d'autres moyens, voilà. Et puis on peut parler de la situation parce que le trade de Dejounte Murray t'a donné, attention, il faut rappeler quand même les faits. Tu envoies ton 2025 sans protection aux Spurs. En 2026, les Spurs peuvent te le swap. Oui. Et en 2027, tu le réenvoies sans protection. Enfin, c'est cataclysmique. Donc moi, je pense que le trade de Trae Young, il est hors de question parce que vu cette situation-là, pendant 3 ans, même si t'es pas une bonne équipe, tu vas jamais drafter et tu fais pas ce cadeau aux Spurs. Après, c'est une équipe qui pourrait être tentée de rester moyenne et voir si, par exemple, si les Spurs, par exemple, ils te disent, je sais pas moi, soit Trae Young ou Dejounte Murray pour te redonner le droit, soit d'un swap ou le droit de récupérer un pick de draft. Là, est-ce que ça te fait réfléchir un petit peu plus? Non, ça me ferait réfléchir, mais le truc, c'est que la valeur de Dejounte Murray n'est plus la même que quand tu l'as récupéré. Et est-ce que, en tant que front office, t'es prêt à assumer ça et de refaire un trade avec les Spurs? Parce que, visiblement, les rumeurs disent quand même que c'est les Spurs qui sont très intéressés parce que les Spurs veulent mettre quelque chose en place d'un peu plus sérieux, visiblement. Mais c'est compliqué à assumer que ton gros move qui a coûté très cher est un échec. Et moi, j'ai peur de l'escalade d'engagement d'un front office qui ne pourra pas assumer ce genre d'erreur et qui va persister dans une formule qui, objectivement, ne marche pas. Tu vois, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi sur la notion de Dejounte Murray. Je trouve pas que sa valeur a changé. C'est-à-dire que la valeur pour le rôle qu'il jouait, mais en fait, l'équipe qui va récupérer Dejounte Murray ne va pas le faire jouer le rôle qu'il jouait à Atlanta.
C'est-à-dire le défenseur sur le poste 1 et le 2 en attaque aux côtés d'une séance. Là, l'équipe qui va le récupérer va récupérer le joueur qui était aux Spurs et le joueur qu'on a vu du coup sur la fin de saison quand Trae Young n'était pas là, c'est-à-dire le porteur de balle principal qui défend, enfin sur le poste 1, il est quand même intéressant, c'est sur les autres postes, c'est pas sur les autres postes, il est beaucoup plus en difficulté parce que c'est un joueur qui utilise beaucoup sa longueur pour gêner et on va dire que, par exemple, tu vois, on avait les Pelicans qui étaient intéressés à la trade deadline par le profil de Dejounte Murray parce que eux aussi ils ont leurs problèmes. On a aussi, tu vois, si on reste sur cette notion de déconstruction entre guillemets d'équipe, tu vois, Clint Capella qui, ok, il est moins bon que ces années de Houston, mais ça reste toujours une force, notamment sur la partie rebond offensif. Et pour moi, je trouve qu'il y a quand même une différence de niveau entre lui et Okongwu. Okongwu, je trouve que c'est un très bon pivot backup, mais je le vois pas meilleur ce serait quoi, au poste de pivot, il serait peut-être le 20e potentiellement titulaire ou quelque chose comme ça, tu vois, il est pas dans le haut du panier au niveau des titulaires dans la raquette. Il y a pas forcément de profondeur là-dessus. Et il y a d'autres questions qui se posent, c'est qu'il y a l'avènement du coup de Jalen Johnson qui peut demander à ce qu'il y ait un peu de place qui lui soit faite. Il y a aussi un joueur comme DeAndre Hunter qui il est sous-utilisé un peu, mais aussi c'est un joueur très comment dire, sinusoïdal, on va dire, dans ses performances où t'as des périodes, t'as 10 matchs il est bon, 10 matchs il est pas bon, 10 matchs il est bon, 10 matchs il est pas bon, et qui a aussi quelques problèmes de blessures. Mais aussi, Jalen Johnson aussi, hein, cette saison, oui. ça n'a pas été incroyable niveau santé. Ouais, ouais, ça n'a pas été incroyable niveau santé, mais après il s'est quand même bien révélé par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier. C'est quelqu'un qui a pris pas mal en volume, qui a aussi ses problématiques, et on a un autre joueur qui très, enfin, quand on entend parler, quand on en voit ce qui est dit sur lui, par la fanbase des Hawks, le AJ Griffin, qui ne joue pas, littéralement ne joue pas, qui a été littéralement mis de côté par Quinn Snyder. Alors on sait que en début de saison, il avait parlé des problématiques de défense et que Quinn Snyder mettait les gens sur le terrain. Pour aller sur le terrain, il fallait défendre et que il y avait pas mal de joueurs qui ne défendaient pas, puisqu'on a vu du Garrison Matthews, des joueurs comme ça, qui sont même passés devant AJ Griffin dans la rotation. Donc peut-être que lui aussi ne fera pas long feu dans la franchise et va demander à être échangé, quoi. Le problème, encore une fois, c'est que, tu vois, tu me refais évoquer ça sur le personnel qu'il y a chez les Hawks et qui défend pas. Snyder, c'est à mon avis, la situation elle doit être frustrante parce que tu n'as pas le personnel pour bien faire. À partir du moment où les extérieurs, et on l'a bien vu, les Bulls ont exposé de manière magistrale, tu n'as pas le personnel pour tenir Kobe White parce que c'est pas fait pour, c'est clairement pas fait pour, et que tu n'es pas une assez bonne attaque pour assumer ce parti pris. Pour moi, là, option 1, c'est casser le duo le plus vite possible et voir si tu as des intérêts. Écouter les offres et je retire l'option des gens de Murray Pelicans. Ça me plaît beaucoup cette affaire. Ce que tu as évoqué, ça me plaît beaucoup quand je vois ce que sont les Pelicans et ce que ça pourrait apporter. Ça rend les choses intéressantes et je pense que le front office des Pelicans le sait. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais ouais, là, ton option, c'est voir ce que tu peux tirer pour des gens de Murray, un peu réparer le problème que tu t'es auto-causé, parce que l'équipe était meilleure sans... Ouais, en fait, ils ont pris le parti pris d'équilibrer une équipe qui était équilibrée sur un déséquilibre. Oui, c'est-à-dire que c'était full attaque et on essaie de défendre un peu. Là, ils se sont dit, bon, on va être un peu moins fort en attaque en essayant d'être un peu meilleur en défense. Sauf que les progrès en défense ont été moins importants que les pertes en attaque. Non, mais si tu avais trouvé un vrai poste 2, parce que Dejounte Murray n'est pas un arrière, n'a pas la taille, n'a pas tout ce qu'il faut, tous les avantages physiques. Mais ils ont Bogdanovic, hein. Ouais.
Mais ouais, Non, c'est mais... vrai que c'est pas forcément, c'est pas un titulaire, mais ça pourrait l'être, hein, potentiellement Non, mais dans cette équipe des Hawks. Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu sais, tu décales ton problème Trae Oui, Young. oui, Si tu oui. fais pas défendre le Trae Young sur le poste 1, où il va Sur le poser point des d'attaque, problèmes, oui, si tu oui, l'envoies sur le poste 2, il va poser des problèmes, et là, oui. c'est encore pire après. Parce que Mm, là, tu laisses un mec, se balader. Donc, ton problème Trae Young, c'est ça, c'est que il aurait mieux valu assumer que Trae Young ne te permettra pas de verrouiller le poste 1 adverse, le laisser et tant pis, et puis assumer des choix autour pour te permettre d'être suffisamment fort en attaque pour que ce soit justifié. Et ils ont mm, gagné des matchs avec Trae Young. Ils sont allés loin en playoff et plus loin qu'on ne l'attendait quand ils éliminent les Sixers. Il y avait Trae Young. Donc le problème, pour une fois, je vais défendre le cas Trae Young, c'est que c'est un joueur qui te demande d'être déséquilibré, d'être une équipe d'attaque. Tu ne peux pas essayer de défendre avec. Ça ne sert à rien d'essayer. Donc je pense qu'il faut revenir en arrière là-dessus et repartir tout chose vers l'avant mm. pour être une équipe qui, certes, tu seras... Parce que en plus, c'est l'une des pires défenses en NBA, même en faisant ça. Donc assume, tu seras une des pires défenses NBA, mais tu seras une top 5 attaque. Si tu es une top 5 attaque et une bottom 5 défense, ce sera plus équilibré qu'aujourd'hui et tu pourras faire plus de choses. Mm. C'est limite une équipe qui gagnerait à avoir deux équipes, c'est-à-dire avoir une équipe avec Trae Young et une équipe avec le banc, où en fait tu as un banc qui est assez fort, qui te permet du coup de limiter ou de gagner limite la bataille des bancs, et après de vivre avec Trae Young de l'autre côté, puisque ça reste quand même un très fort joueur. Il faut pas, ça Et, reste quand même un très fort joueur, Trae Young, un très gros et, générateur d'attaque. et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs sous contrat, des Oui, joueurs intéressants et des oui, joueurs qui ont de la valeur d'échange. c'est Donc vrai. en fait, ce serait pas si difficile de retooler cette histoire, remettre un peu plus de sens vers l'offensif à cette équipe et réussir à faire des bonnes performances. C'est du gâchis d'avoir autant de salaire sur autant de bons joueurs et en fait juste parce que ça ne matche pas entre eux Ouais. de se retrouver à se faire torpiller par les Bulls parce que l'effectif ne clique pas et que la façon dont Mm. il joue ne va pas. Et puis pareil, le choix du coach, c'est symbolique de tout ça, c'est que tu essayes de prendre un coach réputé pour son organisation défensive, mais il n'a pas les outils. À quoi Mm. ça sert? C'est gâché en fait. Mm. Tu gâches à Quinn Snyder sur là où il est fort et il peut même pas s'exprimer. La grosse problématique avec eux, c'est que malheureusement, ils font ça quasiment tous les ans maintenant depuis 2 ans, où ils essaient de réarranger le roster, de réarranger. Malheureusement, ils ont des problèmes sur le plan financier et ils ont aussi des problèmes sur le plan des assets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Et on parle là, tu vois, d'assets. On va passer sur la dernière équipe, une équipe qui normalement aurait pu envoyer un asset à ces Hawks s'ils s'étaient qualifiés pour les playoffs, mais qui malheureusement, enfin dans le cadre du transfert de Water, mais qui malheureusement malheureusement pour eux ne se sont pas qualifiés pour les playoffs, mais qui ont joué 2 matchs et ont plongé les Warriors dans le doute. On va parler des Sacramento Kings, hein. Les Sacramento Kings qui ont géré le premier match avec une excellente performance de De'Aaron Fox et même de Keon Ellis, qui a, a fait un gros travail du coup sur Steph Curry, et même de Keegan Murray qui voilà, qui a bien enquillé les 3 points et qui a fait payer la défense des Warriors. Mais c'est une équipe qui qui est aussi plongée dans le doute, qui a un petit coup d'arrêt globalement par rapport à ce qu'ils avaient fait l'an dernier où ils ont fini la saison régulière à la 3e place, et là ils gagnent 2 matchs de moins et ils manquent les playoffs littéralement. On a vu que c'était une équipe qui sur la fin de saison a souffert du coup un peu de la perte de Malik Monk et de la perte aussi de Huerter, puisque ces joueurs-là ont été remplacés par alors Keon Ellis, oui, c'est un joueur intéressant, mais les minutes que lui ne jouait pas, ben on avait du Chris Duarte, on avait des joueurs comme ça. Donc globalement, qu'as-tu pensé du coup de cette fin de saison du coup des Sacramento Kings, et comment projettes-tu leur intersaison? En fait, ce qui est très bizarre chez ces Kings, c'est qu'ils sont pas fondamentalement beaucoup moins forts que l'an dernier. Et même, tu vois, ils battent les Warriors assez sèchement, alors que l'an dernier, ils se font éliminer par ces mêmes Warriors en 7. Donc, oui, les Warriors sont peut-être un peu moins forts que l'an dernier, mais moi, j'ai pas l'impression que cet effectif est beaucoup moins fort, surtout que quand tu regardes en termes de victoires,
ils sont avec autant de victoires, ils auraient été top 4 l'an dernier. Et finalement, bah, là, t'es obligé de passer par le play-in parce que l'Ouest de cette année est très regroupé vers le haut. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une bien moins mauvaise équipe. Après, le problème de cette équipe, c'est que il suffit de perdre 2 joueurs de ta rotation et en fait, t'es pas assez, t'as pas des assez forts joueurs, c'est-à-dire des joueurs DH20, des 20 meilleurs joueurs NBA, parce qu'en fait, pour moi, t'en as aucun. Et du coup, à partir de là, ça devient compliqué de passer des tours et que même face à des Pélicans qui n'ont pas non plus ce type de joueur, bah, ça passe pas. Et ça passe pas aussi parce que tu te fais annuler. Et comment tu te fais annuler? Par exemple, Sabonis, il a souffert face à Valanciunas parce qu'en fait, l'un de tes meilleurs joueurs peut se faire annihiler par un mauvais match-up sous le cercle. Et il a eu beaucoup de difficultés dans la lutte, dans le combat, parce que Sabonis, bah, c'est là où il pêche. Hein. C'est un très fort rebondeur. Il réussit quand même à en choper. Mais mine de rien, les rebonds offensifs qui se prennent, c'était beaucoup trop à jouer. Et ils perdent ce type de bataille. Ils perdent la bataille au rebond 51-42. Et en fait, c'est ce qui fait la différence. C'était un match de grind, c'était un match à faible scoring face aux Pels, parce qu'en plus, les Pels aussi étaient diminués. Et ça passe pas. Mais t'aurais eu Malik Monk dispo, t'aurais eu Harter, c'est la petite bascule qui t'aurait permis de passer. Donc, est-ce qu'on est inquiet? Non, parce qu'en fait, pour moi, cette équipe des Kings, elle est dans son espèce de plafond plancher pas très haut, où c'est une équipe qui finira un peu en dessous des 50 victoires parce qu'ils sont pas suffisamment forts pour faire plus, et que des fois ça te permet d'être très haut seedé, donc top 3 seed l'an dernier, mais quand même te faire éliminer. Et puis là, sur une année un peu plus difficile, ben, tu sors au play-in parce que tu as les blessures au mauvais moment et que ton plafond, il est pas très très haut. C'est vrai que tu vois, tu parlais de la notion de plafond quand tu prends le point le point de différentiel. En fait, ils ont un point de différentiel qui est proche de 0, qui est légèrement au-dessus. Et tu vois, quand tu vois c'est une équipe qui a gagné globalement à peu près 4 à 5 matchs de plus que son point de différentiel l'aurait laissé déterminer, puisque il y a eu des défaites un peu moyennes face à des mauvaises des défaites un peu moches face à des mauvaises équipes, et des victoires un peu serrées face à de très bonnes équipes. Et il faut savoir aussi que tu vois, quand on prend les Pelicans, ils n'ont jamais réussi à trouver la solution face aux Pelicans cette saison, puisque ils ont perdu les 6 matchs. Les 6 matchs qu'ils ont dû disputer contre eux, ils ont pris un 6-0 sur la saison contre les Pelicans. Donc c'était vraiment leur némésis, c'était le mauvais match-up. Tu vois, tu as parlé de Domantas Sabonis. Du coup, Domantas Sabonis qui a été prolongé l'année dernière, enfin qui a été augmenté puis prolongé l'année dernière, qui sortait d'une saison exceptionnelle au niveau des Kings, qui a fait une excellente saison au niveau de la régularité. Mais là, comme tu l'as dit, alors ses stats sont plutôt bonnes hein, quand tu regardes. Hein, oui, c'est honnête dans les stats. Statistiquement, c'est plutôt bon. Sauf que au niveau du match, on a senti en fait ce manque d'impact, puisque Sabonis, quand tu le regardes jouer, c'est un joueur qui est plutôt brutal. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va beaucoup au contact. Et en fait, quand il est face à des joueurs qui ont une plus grosse force physique que lui, ben c'est un petit peu plus difficile pour lui, notamment de se créer des tirs, puisque tu vois, globalement, il s'est pas tiré tant de tirs que ça, hein, Sabonis. Hein. Je crois qu'il a dû prendre 15 tirs sur le match, pas beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Il en prend environ 15. Tu vois, 15 tirs, alors que c'est pas assez pour un joueur qui est aussi important offensivement. Et tu vois, ici, à Dunkebdo, on aime beaucoup parler de la notion et la capacité à pouvoir augmenter ton volume quand ton équipe en a besoin. Ben là, c'est un joueur qui a été, tu vois, efficace dans ce qu'il a fait, mais il n'y a pas eu assez de volume pour avoir un assez gros impact sur le match en tout cas. Ce qui est inquiétant aussi dans le match, c'est l'une des faiblesses des Kings, c'est leur capacité à provoquer. Ils provoquent pas beaucoup de fautes et ils en concèdent beaucoup. Et normalement, ça, c'est un vrai problème. Et maintenant, ce match-là, ils perdent alors que ça leur a pas posé de soucis. Ils avaient réussi à aller sur la ligne, ils avaient réussi à enquiller des points faciles sur la ligne, ils n'avaient pas trop concédé. Et c'est ça peut-être le point inquiétant, c'est
t'as perdu, alors que là où j'attendais ton point faible en amont de la rencontre, bah finalement, c'est pas là où t'as pêché. T'as juste pêché parce que, bah, notamment, et je crois que je ne sais plus qui avait fait la preview des Kings. C'est moi. C'est toi. Bah justement, on parlait du problème que Sabonis, c'est ton fort joueur, mais que quand il se fait un peu annuler par un joueur pas si fort en face, c'est un vrai problème. Ça a été vraiment la clé, c'est le problème. Et c'est ce qui peut aussi t'arriver avec Fox, on va pas se mentir. C'est que oui, c'est un bon joueur, mais tu peux tomber sur plus fort, surtout à l'ouest, et du coup, quand tu tombes sur plus fort, bah, tu te fais annuler. Et c'est pas un défaut c'est pas un défaut qu'on découvre, hein. C'est une équipe qui est intéressante, qui est moyenne, mais qui va jamais shooter plus haut que ça. Et en soi, à une ou deux absences près, vraiment le match est plutôt serré. Ça aurait pu le faire, hein, clairement pour eux. C'est juste que là, t'as été trop court. Donc là, ils arrivent à un moment de l'intersaison où il y a quand même des choses importantes à gérer. Il y a le cas Malik Monk. Le cas Malik Monk, du coup, qui est en fin de contrat. On va dire que ils sont limités, les Kings sont limités dans ce qu'ils peuvent lui proposer, du coup, comme extension. On sait que de l'autre côté, il y a des équipes comme Orlando, potentiellement, qui aimeraient bien avoir un joueur, on l'a vu encore hier, hein, un joueur capable de jouer un pick and roll, de jouer aussi à côté d'un fort porteur de balle qui a des capacités athlétiques et des capacités de tir. Donc, c'est vrai que la priorité de l'intersaison, ça va être vraiment Malik Monk, mais à voir si ce qu'ils peuvent lui proposer en termes de salaire sera suffisant pour le garder. T'es à 151 millions du coup l'an prochain, parce qu'il y a quand même pas mal de contrats qui traînaient dans ton dead cap cette année qui sont pas là. Donc bon, 151 ça va. En soi, tu peux réussir à t'en sortir avec une offre honnête. Jamais de la vie pour cet effectif, j'irai dans la luxury tax. Il faut être honnête quand même, c'est pas l'effectif qui te donne envie d'aller dans la luxury tax. Voilà, la question c'est à quel point Malik Monk va être apte à accepter, parce que du coup, faut réussir à se limiter à 20 millions si t'as pas trop envie d'aller l'explorer, parce qu'elle est à 171. Voilà. C'est aux alentours de 20 millions qu'il faut se mettre d'accord avec Malik Monk, mais tu peux pas aller au-delà. Et je pense que la prolongation, je la vois bien se faire, parce que t'as quand même tout le monde sous contrat au minimum jusqu'à 2025-2026, et je pense pas que tu vas lâcher à ce moment-là d'Aaron Fox. Je pense que tu peux proposer quelque chose de long terme, parce que finalement, c'est dans ton 5 titulaire, t'as tout le monde qui est à peu près dans la même force de l'âge. Donc, moi, je pense que ça va se faire, le contrat de Malik Monk, si tu réussis à négocier pour que ça n'aille pas au-delà de ce que tu peux faire pour éviter la luxury tax. Ils peuvent pas, ouais. Après, Malik Monk, ils peuvent pas lui proposer plus de 10 millions plus de 20 millions par an. Puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, Malik Monk, il a un contrat un petit peu moins de 10 millions. Et vu qu'il a été signé il a été signé que sur 2 ans, ils ont que les early bird rights sur lui. Donc, du coup, les early bird rights, ça leur permet de le prolonger au maximum à 160, à commencer, du coup, le nouveau contrat à 175% de la dernière annuité pendant 4 ans, avec 6% d'augmentation annuelle. Donc, ça veut dire que tu serais aux alentours du 78, voire 80 millions, quelque chose comme ça pour Malik Monk sur 4 ans. Donc, est-ce que lui va accepter ça? Après, ils peuvent lui vendre, ils peuvent lui vendre le temps de jeu, l'environnement, le fait qu'il joue avec De'Aaron Fox, avec qui il jouait à la fac. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup progressé, qui s'est entre guillemets potentiellement trouvé une maison. C'est un joueur qui est très apprécié de la fanbase, et qui a l'opportunité d'être soit le 6e homme, et qui peut aussi avoir le rôle de titulaire, quoi. Donc c'est vrai que d'un point de vue terrain, il fait sens dans cette équipe-là, mais encore une fois, à voir qui peut lui proposer plus que ça. Ouais, qui peut lui proposer plus. Et bon, ça reste quand même un bon titulaire. Oui. C'est pas une star, c'est un bon titulaire de NBA qui va mettre plus de 20 millions sur du cap. C'est-à-dire que eux, ils ont la chance d'avoir les early birds, mais les autres équipes, c'est sur leur cap, qui va utiliser du cap space disponible
pour Malik Monk en priorité aussi. Parce que tu as aussi ça dans le marché. La question, c'est des fois la priorité que tu as dans le marché. Et Malik Monk n'est pas un joueur prioritaire. Par contre, pour les Kings, il est prioritaire. Donc, je pense que si très vite, tu proposes le maximum que tu peux aux alentours des 20 millions, ce qui, toi, te va bien parce que tu dépasses pas le cap et puis, en fait, finalement, ça match bien avec ce que tu peux lui proposer au maximum. En fait, j'ai l'impression que ça s'aligne plutôt bien, cette affaire, et que normalement, ça me surprendrait qu'il parte parce que je ne vois pas arriver au bout d'une heure dans la free agency déjà avec une offre de contrat supérieure. Ça m'étonnerait. Il n'a pas la priorité par rapport aux autres joueurs disponibles. On verra bien. En tout cas, ce sera un dossier à suivre pour les Kings. Autre chose qui pourrait les impacter eux aussi, c'est si, par exemple, De'Aaron Fox arrive à se glisser dans les All-NBA, il peut être éligible du coup au Supermax à la manière de Jaylen Brown la saison dernière. Donc tu rigoles, mais c'est possible. Hein. C'est quelque chose qui est possible puisque l'année dernière, on rappelle qu'il a été All-NBA il a été All-NBA De'Aaron Fox de mémoire. Donc s'il l'est cette année, potentiellement lui aussi pourrait être éligible à une prolongation de contrat au Supermax. Ça fait mal ça. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir voir au niveau des finances, puisque après, en dehors de ça, il y a potentiellement des choses qui pourraient se passer par rapport à Davion Mitchell, qui lui aussi avait perdu sa place globalement dans la rotation au profit du coup de Keon Ellis, qui est une très belle trouvaille cette saison réalisée par les Kings. Donc voilà, il y a pas mal de dossiers à traiter et aussi à l'intérieur, puisque on sait que c'est une équipe qui a pas mal de problèmes au niveau de la protection du cercle, hein, les Kings, qui est une équipe qui est très petite, donc qui va devoir potentiellement chercher un protecteur de cercle qui peut potentiellement jouer avec Sabonis aussi. Ouais, c'est ça. En fait, il te faut une option un peu plus de muscle à l'intérieur parce qu'en fait, ça te permettra de soulager Sabonis et de lui éviter les match-ups difficiles comme là il a subi. En fait, quand tu subis un match-up difficile comme ça et que t'as pas d'option pour un peu sortir Valanciunas, parce que Valanciunas, il a pas non plus énormément de minutes dans le match. Donc si tu réussis sur 10-12 minutes à aligner un pivot solide pour aller dans le combat et aller embêter Valanciunas, bah tu libères un peu Sabonis pour le reste de la partie et tu optimises aussi ses facultés. Ça, parce qu'ils ont essayé du coup McGee, ils ont essayé Alex Len aussi dans la saison, ils ont aussi essayé Trey Lyles dans ce rôle-là. Peut-être qu'il va falloir aller chercher quelque chose au-dessus, mais la priorité pour cette équipe-là va rester de garder Malik Monk au maximum qu'ils peuvent faire le maximum pour garder Malik Monk. Du coup, puisque c'est un joueur qui est trop important dans ce qu'ils arrivent à faire en tant qu'équipe. Et je pense que tu vois, globalement, s'il s'était pas blessé, je pense que c'est une équipe qui aurait pu potentiellement éviter le play-in, quoi. Absolument. Non, ils ont pas eu de chance sur la fin de saison. C'est là où ils seront remontés et qui sortent du top 6. C'est ça. Ben, on a fait le tour, hein, globalement. Madiane, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur peut-être un peu sur le début le début des playoffs, peut-être, ou quelque chose sur ces 4 équipes? En fait, sur cette équipe, en fait, je ne suis inquiet finalement, vraiment profondément inquiet que pour les Hawks. Oui. C'est les Hawks, l'équipe inquiétante des 4. Pour les autres, que ce soit les Warriors, c'était attendu et tu t'es pas très fortement surpris. Pour les Bulls, pareil, c'était attendu. Mais par contre, les Hawks, c'est préoccupant et c'est vraiment l'équipe qui a une urgence à bouger beaucoup cette année si elle veut pas reproduire ses erreurs l'an prochain. Bah, tu vois, moi, au niveau de l'urgence, j'aurais plutôt mis les Warriors. Tout simplement, si on est dans l'optique de pouvoir jouer le titre. Tu vois, si on est sur une grille de lecture de pouvoir jouer le titre, c'est eux qui ont le plus de pression pour devoir le faire parce qu'ils ont encore Stephen Curry. Là où les autres équipes n'ont pas de joueurs de ce calibre-là, tu vois. Donc pour moi, ce serait plus eux qui auraient le plus de pression à l'intersaison. Moi, je vois qu'avec quand même le déclin de Stephen Curry, j'ai un peu j'arrive pas à l'envisager. Pour moi, c'est fini. Toi, c'est fini, ouais. Ouais, pour moi, c'est fini. Et du coup, moi, comme j'ai fait le deuil de Stephen Curry parce que j'adore le joueur et tout ce qu'il a apporté, et ben justement, je dis tout ce qu'il a apporté parce que j'ai pas l'impression qu'il a autre chose dans les jambes là à nous apporter dans les prochaines saisons. Donc, moi, ça me paraît pas urgent à cause de ça.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas aussi à commenter sur chacune de ces équipes. Nous, vous pouvez nous retrouver du coup sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict et toutes les autres plateformes. On revient bientôt, potentiellement pour parler des playoffs. Et puis sinon, on vous dit à bientôt. Salut! Tschüss!